Vous vous réveillez au son de l'acier aiguisé dans l'obscurité avant l'aube de la tour de Londres. Ce son part à travers le silence comme un avertissement final. Volontaire. Lent. Inévitable. Nous sommes le 19 mai 1536. Le matin de sa mort. Anne Boleyn est assise sur le bord d'un lit étroit, les mains tremblantes, non pas du froid, mais du poids de la connaissance. Sa cellule respire avec son rythme cardiaque, les murs de pierre pressant comme un jugement final. À l'extérieur, le martèlement fait écho, du bois contre le bois, alors que l'échafaudage prend sa forme. Chaque grève est un compte à rebours. Chaque respiration, un moment volé. Ces dames se déplacent comme des ombres, silencieuses, drainées. Ils l'ont habillée d'une robe damassée grise, superposée sur une chemise blanche. Deuil et pureté. Les couleurs n'étaient pas la sienne à choisir. Henri les avait choisies. Même dans la mort, il contrôle l'histoire, la peignant comme un pêcheur habillé pour le repentir, pas une reine se sont blessées. La tour pue de boue de rivière et d'encens. Le bord métallique de la peur traverse tout cela. Les gardes passent au-delà de la porte. Armor tinque. Les prières murmurent dans la chapelle. La scène est construite. La lame est prête. Et Anne Boleyn, une fois que la reine, attend de devenir un souvenir. L'acier aiguisé n'a pas été forgé en une seule nuit. Le chemin vers ce matin a commencé il y a des mois, avec du sang et du silence. C'était en janvier 1536. L'utérus d'Anne la trahissa à nouveau. Une fausse couche, un autre enfant perdu. Mais celui-ci était différent. C'était un garçon. Et c'est arrivé le jour même où Henri a été presque tué dans un accident de joute. Alors que le roi gisait inconscient, la promesse d'un héritier masculin a glissé entre les mains d'Anne. Henri n'a pas pleuré. Il l'a vu comme un signe. Une malédiction. Punition divine. Les chuchotements ont commencé presque immédiatement. Et à côté d'Henri, il y avait Jane Seymour, pâle, douce, intacte par le scandale. Toucan ne l'était pas. Son affection est devenue froide. Ses yeux se tournèrent ailleurs. Mais Henri avait besoin de plus que le mécontentement de Dieu pour être débarrassé d'elle. Il avait besoin d'une raison pour laquelle personne ne pouvait remettre en question. Alors Thomas Cromwell a commencé son travail. Tranquillement. Stratégiquement. Il n'a pas seulement planifié l'automne d'Anne. Il l'a sculpté, morceau par morceau. Le tribunal s'est transformé en un jeu de masques. Chaque sourire a caché un couteau. Chaque alliance, un piège. Anne, une fois au centre du pouvoir, se tenait maintenant au milieu d'une tempête qu'elle ne pouvait pas voir, mais elle tournait déjà. Et bientôt, ça déchirerait tout. La tempête que Cromwell a agitée a commencé à frapper. Le 30 avril, Mark Smeaton, musicienne de la cour, a été pris. Doux, charmant, rien de tel que Henri. Il a tout nié, au début. Mais après l'interrogatoire de Cromwell, il a réapparu brisé. Sa confession était prête. Trop près. Et trop détaillée. Il leur a donné exactement ce dont ils avaient besoin pour construire un cas. Puis vint Henry Norris, le marié du roi des tabourets. Arrêté en milieu de célébration, lors des festivités de Médée. Un ami de plus de 10 ans. Son silence en question n'était pas une faiblesse, c'était le dernier acte d'un homme refusant de mentir pour se sauver. William Brereton était le prochain. Un homme avec peu de pouvoir, mais juste assez de connexion pour être consommable. Cromwell ne l'a pas simplement accumulé d'adultère, il a ajouté un meurtre, peignant une image d'Anne pour tuer son mari et gouverné par un amoureux des marionnettes. Puis Sir Francis Weston. 25. Nouvellement marié. Pas de motif. Aucune raison. Pas d'évasion. Mais c'est Georges Boleyn, le frère d'Anne, qui a brisé l'air dans chaque chambre à la cour. Le 2 mai, il a été arrêté pour inceste. L'accusation était si monstrueuse, elle a servi un objectif spécifique. Cela a fait d'Anne non seulement un adultère, mais une créature si dépravée qu'aucune punition ne pouvait être trop grave. C'est tellement vil, si indescriptible, ils ont fait taire ses défenseurs avant même qu'ils ne ouvrent la bouche. Au moment où Anne a réalisé ce qui se passait, le nœud coulant était déjà autour de son nom. Cromwell n'avait pas besoin de preuves. Il avait besoin de noms. Et il les a pris. Mark Smeaton était le premier. Un musicien de cour, léger, admiré. Il a nié toute affaire avec Anne. Mais après des heures seulement sous la garde de Cromwell,
a-t-il avoué. Pas seulement à l'adultère, à des dates, des lieux, des actes. Un script écrit sous douleur. Puis Henry Norris, l'ami le plus âgé du roi, arrêté lors des célébrations de Médée, humilié à la vue de la cour. Il a refusé d'avouer. Même lorsqu'on lui a offert sa vie. Le silence était sa dernière défense. William Brereton est venu ensuite. Un noble moindre, fidèle à la couronne. Cromwell l'a accusé non seulement d'adultère, mais de complot pour tuer le roi. Les enjeux ont augmenté, rapidement. Francis Weston a suivi. À peine 25. Récemment marié. Pas de motif. Aucune affaire, personne ne pourrait prouver. Mais il était jeune, et c'était suffisant. Puis Georges Boleyn. Le frère d'Anne. Le seul homme en qui elle a confiance sans aucun doute. Le 2 mai, il a été accusé d'inceste. L'accusation était si monstrueuse, elle a servi un objectif spécifique. Cela a fait d'Anne non seulement un adultère, mais une créature si dépravée qu'aucune punition ne pouvait être trop grave. Cromwell ne l'a pas simplement isolée. Il a empoisonné l'idée même d'elle. 5 arrestations. 5 jours. Pas de place pour riposter. Pas d'espace pour respirer. Anne était entourée, et complètement seule. Elle ne l'a jamais vu venir. Anne venait de rentrer de regarder un match de tennis à Greenwich. Henry était là aussi, en riant avec Francis Weston, le même homme maintenant nommé comme son amant. Quelques instants plus tard, elle a été prise. Pas de cérémonie. Pas d'avertissement. Juste les mains froides de la trahison fermant autour de ses poignets. Son oncle, le duc de Norfolk, est venu livrer les accusations. Un homme dont la montée avait dépendé d'elle. Maintenant, il était son accusateur. Il n'y avait aucune rage dans sa réaction. Juste un rire amer et surpris. Adultère? Avec 5 hommes? Au cœur de la vie de la cour, sous un examen constant? L'absurdité a frappé plus fort que l'accusation elle-même. Mais au fur et à mesure que la liste continuait, inceste, trahison, complot, le rire s'estompa. Anne n'était plus la reine d'Angleterre. Elle était un traître aux yeux de la couronne. Un danger à effacer. Le voyage de retour à la tour n'était pas seulement un retour. C'était un renversement. Elle a parcouru les mêmes rues où la foule applaudissait autrefois son couronnement. Ensuite, elle était drapée de gloire. Maintenant, en disgrâce. Il n'y avait pas de fleurs cette fois. Pas de musique. Seulement silence, lourd et définitif. Et l'attendre à la tour, étaient les mêmes pièces qu'il avait autrefois accueillies comme reine. Maintenant, ils étaient une prison. Alors qu'Anne attendait, les autres étaient déjà jugés. Leurs procès n'étaient pas des procès. C'étaient des performances. Les verdicts écrits avant que les portes ne s'ouvrent. Mark Smeaton, le musicien dont la confession a tout déclenché, répéta sa culpabilité devant le tribunal. Que ce soit réel, forcé ou brisé en lui, personne ne l'a interrogé. Henry Norris, William Brereton et Francis Weston ont refusé d'avouer. Même avec leur vie suspendue dans la balance. Leur silence était plus fort que tout ce qui est parlé. Puis vint Georges Boleyn. Il se tenait seul à Westminster Hall. Un noble. Un frère. Un homme qui croyait toujours en raison. Sa défense était éloquente. Contrôlée. Pendant un moment, cela a presque fonctionné. Le jury a vacillé. Mais alors, le glissement. Georges a fait une erreur fatale, il a lu à haute voix une question sur l'impuissance d'Henri. Ce n'était pas seulement dangereux. C'était impardonnable. La fierté du roi s'est brisée en public. Le sort de Georges a été scellé. Les 5 hommes ont été condamnés à mort. Smeaton, Norris, Weston et Brereton, roturiers, ont obtenu la « miséricorde » du roi. Décapités, au lieu de l'horreur d'être tirés et écartés. Le 17 mai, ils sont morts à Tower Hill. Smeaton est resté coupable à la fin. Les autres, silencieux, dignes, sont allés à leur mort sans jamais admettre un mot. Georges Boleyn est décédé en dernier. Son dernier discours, calme, clair, provoquant, a été le dernier fil de loyauté en maintenant le monde d'Anne. Et maintenant, c'était aussi disparu. 2 jours après l'exécution des hommes, Anne a été jugée. Mais ce n'était pas Westminster. Ce n'était pas public. C'était à l'intérieur de la tour, où aucune voix ne pouvait s'élever en protestation. Aucune foule ne pouvait regarder.
Aucune sympathie ne pouvait se former. Présider tout cela était le duc de Norfolk, son oncle. Le sang ne signifiait rien maintenant. Seulement la loyauté envers le roi. Les accusations sont venues une par une, l'adultère avec Norris, Brereton, Weston, Smithon. Inceste avec son frère George. Conspiration pour tuer le roi. Chaque accusation a été enveloppée dans des dates précises, des emplacements exacts. Trop propre. Trop parfait. L'illusion de la vérité s'est appuyée sur des affirmations impossibles. Anne se tenait immobile. Robe noire. Visage pâle. Dignité qui a refusé de se briser. Elle a écouté. Elle ne pleurait pas. Elle n'a pas plaidé. Le moment venu de parler, elle a élevé la voix avec un calme régulier. La réponse d'Anne comprenait une demande que Dieu sauve le roi et une protestation de son innocence qui a sonné à travers la grande salle de la tour. Il n'y avait aucun témoin pour elle. Aucun avocat. Aucune chance de confronter ses accusateurs. Son sort avait déjà été choisi. La peine était la mort, en brûlant, ou en décapitant, si le roi le voulait. Elle a fait une rupture. Elle a quitté la salle sans son. Mais sa voix, ce moment de clarté, cette dernière manifestation, résonnait derrière elle. Il ne serait pas oublié. Après le verdict, Anne a attendu. Pas avec rage, mais avec quelque chose de plus froid. Un espoir qu'elle ne pouvait pas tout à fait silence. Elle pensait que Henri changerait d'avis. Que l'homme qu'elle aimait autrefois, le père de son enfant, ne la laisserait pas mourir. Certains jours, elle était certaine qu'il enverrait un pardon. D'autres jours, elle a chuchoté à Dieu, essayant de croire que quelqu'un, quelque part, arrêterait cela. Mais le silence n'a jamais brisé. Sir William Kingston a tout documenté. Ses paroles. Sa posture. Ses pannes. Sa dignité. Pas pour la protéger, mais pour s'assurer que personne ne pouvait remettre en question ce qu'elle a dit ou ressenti. Elle a supplié de voir Élisabeth. Une seule fois. La demande a été refusée. À l'extérieur de ces murs, Cromwell s'est déplacé rapidement. Le 14 mai, Henri a commencé l'annulation. Cela se ferait avant son exécution. Calme. Faire le ménage. Effacer leur mariage, leur histoire et la légitimité de leur enfant, le tout en un seul coup. Et tandis qu'Anne s'est accrochée à un fil de miséricorde. Henri préparait un mariage. Jane Seymour attendait déjà dans les ailes. Pâle, obéissant, intacte par le scandale. Anne était toujours en vie. Mais dans l'esprit d'Henri, elle était à le prépartie. Elle ne le savait pas encore, mais sa couronne, son mariage et son identité avaient déjà été retirés. Seule l'épée est restée. Elle n'a pas dormi. Pas vraiment. J'attends juste, les yeux ouverts, le corps toujours, pour le son qui signifierait la fin. Anne a passé sa dernière nuit en prière. Pas pour pitié. Mais pour la paix. Elle a choisi soigneusement sa robe, damas gris, la couleur du deuil, avec blanc en dessous. Un dernier acte de défi déguisé en reddition. Innocence a couché sous chagrin. Elle a demandé du pain et du vin. Pas parfum, mais rituel. Calme, simple, final. L'épée était arrivée de France. On dit que cela était net, rapide, précis. Il était caché dans la paille pour l'empêcher de le voir. Mais elle savait. Elle pouvait le sentir dans l'air. Quand ils sont venus la chercher, Anne se leva sans trembler. Sir William Kingston l'a conduite. Il n'a pas parlé. La marche de ses appartements à l'échafaudage a peut-être été le plus long voyage de la vie d'Anne. Elle a traversé des cours qui avaient fait écho à des acclamations, les mêmes pierres qui portaient des fleurs lors de son couronnement. Maintenant, ses pas étaient le seul son. Aucun public. Pas de couronne. Juste la presse douce du tissu, le rythme de la finalité. Anne Boleyn, une fois que la reine, autrefois aimée, marchait dans le silence. Et elle n'a pas regardé en arrière. Elle est montée sur l'échafaudage avec des pieds réguliers. Pas de larmes. Pas de tremblement. Anne se tourna pour faire face à la foule. Pas en tant que reine, non pas en tant que traître, mais en tant que femme sur le point de mourir. Sa voix était claire. Contrôlée. Chaque mot choisi, non pas pour elle-même, mais pour ceux qui se souviendraient. Ces derniers mots, une protestation de sa loyauté envers le roi et son acceptation du jugement. Elle n'a nommé aucun nom. N'a blâmé personne. Demandé des prières. Et la miséricorde,
Pas pour elle, mais pour son âme. Puis elle a retiré sa coiffe. Ses bijoux. Placé chaque pièce entre les mains de ces dames, des femmes qui s'étaient agenouillées et l'ont maintenant préparée à la mort. Ils l'ont bandé les yeux doucement. Elle s'est agenouillée. Le bourreau français n'a rien dit. Pas d'avertissement. Pas de théâtre. Juste un seul mouvement pratiqué. L'épée a frappé une fois. Faire le ménage. Silencieux. Son corps s'est effondré en un instant. Sa tête tomba en avant, toujours voilée en blanc. La foule n'a pas applaudi. Ils n'ont pas crié. Ils se tenaient simplement. Ce qu'ils venaient de voir, personne n'avait jamais vu auparavant. Et personne n'oublierait. Elle était morte avec la grâce qu'ils ont essayé d'effacer. Le silence qui a suivi sa mort était plus fort que n'importe quel verdict. Anne Boleyn était partie. Ils ont placé ses restes dans un vieux coffre d'orme, un destiné aux flèches, pas à la royauté. Pas de funérailles. Pas de monument. Juste un enterrement précipité dans la chapelle de Saint-Pierre dans les murs de la tour. 11 jours plus tard, Henri a épousé Jane Seymour. Les portraits d'Anne ont disparu. Ses initiales ont été grattées de la pierre. Ses symboles se sont démolis. Comme si la suppression de son image pourrait effacer sa mémoire. Mais l'histoire ne fonctionne pas de cette façon. Sa fille Élisabeth, désormais déclarée illégitime, survivrait. Et un jour, elle régnerait. Le nom d'Anne a été chuchoté de peur, puis de honte, puis en admiration. Ce que le tribunal a tenté d'enterrer, le monde est resté en vie. La femme qui s'était réveillée ce matin-là au son de l'acier aiguisé était maintenant en paix. Mais la paix avait un coût. Sa voix avait été réduite au silence. Son héritage se déshabille. Son amour réécrit comme trahison. Et pourtant, son histoire a enduré. Pas parce qu'elle était reine. Mais parce qu'elle se tenait quand le silence aurait été plus sûr. Parce qu'elle a osé se lever, et parce qu'elle a osé trop loin. Le silence qui a suivi sa mort n'était pas une fin. C'était un début. Anne était partie, mais la peur qu'elle a laissée de plus en plus forte que sa voix n'a jamais eue. Élisabeth, déclarée salaud, était cachée au pouvoir. Mais elle a survécu. Elle a regardé. Elle se souvenait. Et un jour, elle se leva. La mort d'Anne a tout changé. Il a marqué le moment où le tribunal a cessé de chuchoter et a commencé à regarder. Chaque étape. Chaque regard. Chaque mot. La paranoïa est devenue un protocole. La loyauté est devenue dangereuse. Le message était clair, personne n'était en sécurité. Pas amis. Pas de la famille. Pas des reines. Et pourtant, le nom d'Anne a refusé de disparaître. Sa légende a refusé de mourir. Ils l'avaient enterrée à la hâte. Ils l'avaient retirée des peintures, l'ont effacée des murs, l'avaient dépouillée de mémoire. Mais le silence qu'elle a laissé derrière a refusé de s'estomper. Les chuchotements l'ont suivi dans les siècles. Dans les couloirs. Dans les enregistrements. Dans le sang. Ils ont dit qu'elle avait été une sorcière. Une séductrice. Un traître. Et puis, un martyr. Une reine défaite non pas par ses crimes, mais par son éclat. Sa voix. Son défi. Et quelque part dans ce silence, la vérité est restée. L'échafaudage a disparu depuis longtemps. La lame est enterrée. Mais l'écho de sa chute tremble toujours dans les pierres. Anne Boleyn n'a pas disparu. Elle s'attarda.